Je salue Denis Jacob qui est avec nous. Merci d'être là et bonjour à vous. Bonjour Sonia. Ancien policier, directeur de sécurité consulting. C'est émouvant, c'est vrai, parce que j'ai vu ce matin et ça m'a vraiment pris au trip de voir. Et il parlait de son fils et je trouve que, voilà, 9 ans après, c'était des scènes de carnage au Bataclan. 9 ans et ça fait partie des dates. On se souvient à peu près tous où on était. Oui. On se souvient de cette journée. Oui. Mais il y a eu tant d'attaques après, tant de chocs. Le pire serait de les mélanger. C'est ça. Je n'y arrive pas toujours, d'ailleurs. Je pense évidemment à toutes ces victimes et je pense aussi à l'incroyable courage de certains. De certains policiers. Et de ceux qui ont découvert ces scènes. Vous savez, les policiers qui ont été les primo-intervenants sur cette triste affaire dramatique du Bataclan, mais pas que. Je voudrais rebondir aussi pour avoir une pensée particulière pour toutes les victimes des terrasses. Je ne vais pas citer les différents bars, mais en tous les cas, pour plus de 40 personnes qui ont été tuées sur ces terrasses, cette personne qui a été tuée aux abords du Stade de France, il ne faut pas l'oublier également, 131 victimes malheureusement en tout. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à pas oublier, parce qu'on ne peut pas oublier, mais à mélanger un peu malheureusement tout ce qui s'est passé, puisqu'on a eu Charlie, et puis on a eu l'attentat de 2016 à Nice. Enfin, on a eu une succession. Et c'est vrai que les policiers qui sont intervenus ont été les premiers à dire que jamais ils n'avaient vu une scène d'horreur comme celle-là. Enfin, on ne rentre pas policier pour voir ce genre de scène de toute façon, et puis on n'y est pas préparé. Et je voudrais dire, Sonia, aujourd'hui, avec solennité et émotion, que ce triste anniversaire qu'on commémore aujourd'hui résonne encore plus fort à la veille d'un match qui se déroule sur fond de tensions islamistes et antisémites. Et je crois que ça renforce encore plus, je pense, aujourd'hui l'émotion qu'on peut avoir au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui et pour lesquels on n'a apporté aucune solution et qu'en plus est envenimé, alimenté par certains courants politiques sur notre pays. C'est ça qui est grave aujourd'hui. On salue le travail des policiers, des gendarmes, je le dis toujours parce que les gendarmes qui me regardent. Et des services. Alors là, c'est le cas. Là, on peut saluer le travail des forces de l'ordre pour l'arrestation de cet individu, mais pas, pardonnez-moi, j'allais dire, je ne vais pas mettre l'État en cause. Quoiqu'un jour, peut-être, il pourrait être condamné pour inaction sécuritaire quand il n'arrive pas à expulser des OQTF qui tuent. J'aimerais comprendre comment cet individu sous OQTF, qui est recherché par toutes les polices européennes, qui a pu traverser la France de long en large, l'Europe en diagonale. Je dis merci aux forces de l'ordre de l'avoir arrêté, mais c'est vrai, Denis Jacob. Et puis, c'est une sauvagerie, là. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur la coopération entre les polices européennes, puisque ce qui s'est passé à Rotterdam, ça s'est passé, sauf erreur une fois de plus, mais il y a une semaine. Et que là, il a été interpellé dans le 2e arrondissement de Lyon, sur les quais, il a été interpellé à Toulon, mais il a commis son meurtre sur ce SDF dans le 2e arrondissement, sur les quais à Lyon, à coups de parpaing, de manière très gratuite, puisque les informations que j'ai eues, il n'y a pas eu d'antécédent, une altercation ou autre, qui ne justifiait en rien son acte, mais qui aurait pu expliquer pourquoi il s'en est pris à ce SDF. Il n'y a rien eu, c'est purement gratuit. Et on l'a interpellé à Toulon, donc il a eu le temps de prendre la fuite. Sans compter, potentiellement, c'est pas encore affirmé et avéré aujourd'hui, mais qu'il y a 4 autres affaires auxquelles il pourrait être aussi relié. L'enquête le déterminera. Donc c'est clair que, la coopération policière à l'Europe présente-t-elle des failles ? Et 2, quelqu'un qui est sous OQTF une nouvelle fois, que fait-il encore sur le territoire ? Alors on va pas rentrer dans l'explication technique, il y a les accords binationaux, internationaux, en termes de reconduite. Il faut que le pays d'accueil accepte de reprendre. Estimons qu'il y a une impuissance et qu'on n'arrive pas à obtenir les laissez-passer. Alors on joue sur les frontières. Oui, mais ça, moi, je le dis très fermement. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau l'a également annoncé. Il faut renforcer. Je suis désolé, mais ça va peut-être pas tout à fait dans le cadre de ce qui est convenu en Europe avec les accords Schengen notamment, mais je suis désolé, à un moment donné, il faut qu'on protège notre pays, il faut renforcer ses frontières, et dès qu'on a ce genre d'individu, là aussi je réaffirme ce que j'ai dit, eh bien cet individu ne doit plus circuler, il doit être enfermé, il faut le mettre en sorte de rétention et le temps nécessaire jusqu'à ce qu'il reparte chez lui.
Bah oui. Plus de 600 personnes étaient hier, mardi 12 novembre, à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, présentes aux obsèques de Nicolas Dumas. Ce jeune homme de 22 ans, tué d'une balle dans la tête devant une boîte de nuit en Ardèche. Après aussi le choc de la mort de Thomas à Crépol, l'enquête permet d'avoir plus d'éléments, désormais de faire un lien avec les milieux de la grande criminalité et du narcotrafic. On voit tout cela avec ce sujet préparé par nos équipes. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, Nicolas, 22 ans, reçoit une balle dans la tête devant cette discothèque. Il décède le lendemain à l'hôpital. D'après les premiers éléments de l'enquête, le jeune rugbyman n'était pas visé. Il s'agit d'une action avisée d'intimidation, probablement de la discothèque. Et cette affaire est peut-être liée à la criminalité marseillaise. Si aucun élément à ce stade ne laisse à penser qu'il s'agit d'une question liée au trafic de stupéfiants, la question reste entière du pourquoi et de la volonté de ces manœuvres d'intimidation. Le tireur présumé a expliqué avoir été recruté pour monter sur l'agglomération afin de se retrouver sur un point de deal. Ce n'est qu'au dernier moment que la mission a changé. Ensuite, on lui a demandé d'aller commettre un acte d'intimidation devant la discothèque et que s'il a tiré volontairement, il avait l'intention d'ôter la vie à personne. Le tireur présumé de 19 ans et son conducteur de 23 ans ont reconnu les faits. Ils ont été placés en détention provisoire. Et ce qui était terrible lors des obsèques, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui appartiennent au même club de rugby que Thomas et Nicolas et qui ont assisté aux 2 enterrements en l'espace d'1 an. Donc la France ne protège pas en partie, en tous les cas, ses enfants comme Thomas et Nicolas. C'est malheureusement dramatique ce qui s'est passé une fois de plus. Alors quand on a dit ça, on n'a rien dit malheureusement, mais là effectivement, un petit club de rugby confronté en 1 an à l'assassinat de 2 de leurs jeunes. Cette affaire est quand même très particulière et moi, elle m'interpelle, mais ça rejoint un peu ce que j'ai déjà dit sur votre plateau, Sonia, c'est qu'on a une situation de narcotrafic qui aujourd'hui est obligée de se diversifier parce que là où ils sont implantés dans des grandes agglomérations, ils ont le plus grand mal à effectuer leur business parce que donc nous y sommes. Dans les villes moyennes, Châteauroux et tout. On se décentralise vers des petites villes et cette histoire de discothèque, l'enquête devra déterminer, le procureur l'a pas écarté, ne l'a pas affirmé non plus, mais l'enquête devra déterminer si oui ou non le patron de cette discothèque avait déjà été approché auparavant, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une discothèque pour diffuser des produits stupéfiants. Donc aller corrompre quelqu'un qui peut-être refuse, j'extrapole, et qu'on va le racketter, ou alors on essaye de l'acheter pour pouvoir diffuser des produits stupéfiants dans son établissement, l'enquête devra déterminer si on est dans cette situation-là. Vous savez, en réalité, on débat, pardonnez-moi, parfois un peu, je dis pas, je pense à moi. Dans le vide. Oui, parce qu'en réalité, là encore, c'est une question de souveraineté et de frontières. À chaque fois. Dans les réseaux, il faut... Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Mais dites-moi si j'ai tort. Je vous rejoins complètement, Sonia. Moi, je suis favorable à ce qui a été annoncé, bien évidemment, tant qu'on essayera de mettre les moyens pour les forces de police, pour la justice, mais qu'on y mette le paquet en moyens, bien évidemment. Mais si on croit un seul instant, et là je vais être pessimiste, si on croit un seul instant que quel que soit le dispositif français qu'on va mettre en place, on réglera la problématique du trafic de stupéfiants, on se trompe. Pourquoi ? Parce que le narcotrafic, il est international. Et que tant qu'il n'y aura pas des accords binationaux avec les pays qui sont producteurs de consommation, tant qu'on n'aura pas un vrai contrôle, une surveillance des aéroports et des ports, surtout des ports Marseille et Le Havre, tant qu'on ne fera pas quelque chose en coopération internationale avec les polices, je pense au Mexique, à la Colombie, à l'Afghanistan. Et avec Dubaï aussi. Voilà, on a des pays qui produisent. Là, on s'attaque à la vente. Mais il y a la distribution, il y a le transport, il y a la production, la destruction des laboratoires, par exemple. Enfin, tout ça, c'est international. Donc... Mais il faudrait aussi songer à nettoyer les écuries d'Augias, c'est-à-dire tous les phénomènes de corruption qui commencent à se dérouler dans des établissements clés
pour le trafic. Alors, moi, je voudrais quand même... Prenez les prisons quand vous voyez qu'aujourd'hui, ce sont des zones de non-droit pour certaines. Hein. Bien évidemment. Là, il y a des propositions. Reprenons. Oui, alors c'est la proposition de Dupond-Moretti de téléphone où on allait doubler le nombre de brouilleurs. Il y en avait 12, donc on passait à 24, alors qu'on a je ne sais pas combien d'établissements. Mais quand on voit l'affaire Amra, Olivier, quand on voit l'affaire Amra, où on a retrouvé 8 à 9 téléphones portables dans sa cellule, qu'aujourd'hui on sait qu'il y a de la corruption qui permet de faire passer des téléphones portables et que les gars sont en prison et qui continuent à gérer leur business depuis leur cellule, c'est quand même pas normal. Moi je suis aussi ferme que Kevin sur la question du consommateur, mais c'est le chien qui se mord la queue. Parce que le consommateur, on va lui... Déjà, s'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. Donc on a le consommateur. Quand le consommateur va consommer du cannabis, on éradique la problématique du cannabis. Il va se remettre sur quoi ? Il va se remettre sur une autre drogue. Non, peut-être qu'il va continuer à fumer du cannabis. Aujourd'hui, on a le cannabis, on a la cocaïne et l'héroïne, mais on oublie quand même beaucoup toutes les drogues chimiques. Mais demain, on aura le fentanyl, alors, comme dans les rues américaines. C'est à craindre. Vous savez, quand on voit déjà les effets dévastateurs du crack, dans quel état sont ces personnes qui consomment, oui, on n'est pas à l'abri. On a les méthamphétamines qui circulent déjà en France, le LSD, l'ecstasy. Enfin, tout ça fait que... En fait, on est un hypermarché à ciel ouvert de la drogue. Sûr, mais de toute façon, dès lors que vous allez mettre un terme à un trafic, il y en a un autre qui apparaîtra, malheureusement. Est-ce que je peux... c'est un autre sujet. Voilà, non, mais je voulais juste dire que l'interdiction du cannabis qui n'est strictement pas appliquée, mais pas appliquée. Vous baladez dans la rue, vous sentez l'odeur quand même. Écoutez, non mais attendez, de toute façon, un peu comme le cannabis, c'est plus un délit, c'est une contravention. Donc les c'est forfaitisé. C'était mieux que l'absence totale d'avant. Mais parlez-en aux agents des forces de l'ordre, ils en peuvent plus sur les... Mais faire une procédure pour un consommateur de cannabis, on a à peine fait la procédure qu'il est déjà dehors, ça sert strictement à rien. C'est pour ça que nous, syndicats, c'est pour ça que les policiers, notamment les syndicats, ont demandé à ce que ça devienne une amende forfaitaire. Parce que faire une procédure pour de la consommation de cannabis, ça sert à rien. Mais quoi, il y a 30% des amendes qui sont recouvrées. Alors, s'il vous plaît, je voudrais